retirer mon masque pour enchaîner. Et effectivement, quand on prépare une présentation, on ne sait pas trop ce que vont dire les précédents. Donc je ne vais pas insister sur le fait qu'en tant qu'historien, nous avons une connivence intellectuelle dans la manière d'aborder les choses. Finalement, dans le travail de l'historien, on apprend à faire la part entre ce qui est constant, durable, et puis ce qui change avec chaque époque. C'est très difficile à distinguer, mais en même temps, c'est essentiel quand on parle du fait religieux. Qu'est-ce qui est la permanence dans le fait religieux et qu'est-ce qui relève d'une époque particulière. Mais je vais justement enchaîner en parlant plutôt de l'espace que du temps, puisque ce qui m'a frappé en réfléchissant à votre parcours et à notre parcours en commun, c'est la géographie aussi, c'est-à-dire le fait que vous vous inscrivez dans des échelles géographiques très diverses, très multiples, et que c'est pas donné à tout le monde donc de voir le monde à autant d'échelles différentes. Je veux faire allusion d'abord à votre premier travail d'historienne, votre doctorat qui concerne, je vais le citer, les villages de la vallée de l'Ouche au XVIIe et au XVIIIe siècle, en particulier la seigneurie de Marigny-sur-Ouche. C'est ça le thème de votre doctorat, et donc vous avez un lien très particulier avec la Bourgogne. Et j'ai appris l'autre jour, en parlant avec vous et avec Hugues, qu'il y a deux parties de la Bourgogne, celle d'où vient Hugues et celle d'où venez-vous, mais c'est donc une des échelles de votre vie, la Bourgogne, avec une histoire de cette contrée, de ce petite parcelle de la terre qui est là-bas. Et vous savez, on travaille beaucoup sur les échelles aujourd'hui en histoire. Hein, et il y a deux pays dans lesquels vous avez vécu avec Hugues qui comptent, je pense, dans votre vie. Il y a le Liban à la fin des années 50, il y a le Portugal un peu plus tard, avec un travail très approfondi sur les liens qui unissent le Portugal et la France, les populations portugaises en France. Et donc, si on veut connaître votre vie, comprendre un petit peu votre parcours, on ne peut pas ne pas passer par le Portugal, par une intimité avec cette société-là et ce pays-là, avec des publications, avec des tas de travaux, même si c'est plutôt Hugues qui était le moteur, vous y avez pleinement participé. Et puis, il y a le 19e arrondissement de Paris, dans lequel donc c'est votre paroisse quand vous habitez Paris et non pas la Bourgogne. Et il se trouve que vous habitez à quelques dizaines de mètres de là où j'ai habité moi-même pendant très longtemps, et que justement dans votre paroisse du 19e arrondissement, vous avez eu l'idée d'organiser des rencontres avec les juifs du quartier, puisque c'est un des quartiers les plus juifs de Paris, avec en particulier une vie religieuse juive très intense. Eh bien, vous avez pris l'initiative de susciter des rencontres, et j'ai eu disons, le privilège de commencer le cycle des rencontres dans cette paroisse, mais finalement cette paroisse c'était mon quartier, et ces chrétiens que je croisais dans la rue, j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer d'un peu plus près. En fait, il y a aussi sur le plan de la géographie, ce voyage en Israël que vous avez fait avec le père Patrick Desbois et avec un groupe, si je ne me trompe pas, de jeunes de SOS Racisme. Là encore, ça ne me paraît pas du tout anodin. Le fait d'avoir vécu au Liban, d'avoir beaucoup d'amis dans le monde arabe, et de faire l'effort d'aller à la rencontre des Israéliens. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des gens croient que si on est ami des Arabes, donc on est nécessairement un ennemi d'Israël, et que si on est ami d'Israël, on doit nécessairement être ennemi des Arabes. Or, c'est très important qu'il y ait des gens de bonne foi et des gens de sagesse qui sont capables d'avoir des amitiés des deux côtés, et de ne pas préjuger, de ne pas juger sans connaître l'autre partie, l'autre côté des choses. Hein. Donc, vous avez fait l'effort d'aller aussi à la rencontre des Israéliens, de même qu'à la rencontre des Juifs en général. Ça n'allait pas de soi, ça n'était pas donné. Il faut partir de là où on est. Il y a des chrétiens qui, par le hasard de la vie, connaissent déjà les Juifs, beaucoup sans avoir fait d'efforts. Et puis, mais la plupart du temps, il faut faire un effort pour un chrétien pour aller apprendre quelque chose de ce que sont les Juifs et le judaïsme, et finalement apprendre quelque chose d'eux-mêmes en tant que chrétiens, une fois qu'ils ont fait cet effort donc de passer par la connaissance du judaïsme. Et donc cette démarche exigeante, cette démarche ambitieuse, ben, vous l'avez pratiquée. Et il me semble donc, pour aller un petit peu plus loin dans mon propos cet après-midi, je voudrais dire que vous êtes vraiment très représentatif de ce qu'il y a de mieux dans l'esprit du Concile Vatican II, c'est-à-dire une démarche du christianisme présent au monde, avec donc une modernité de l'Église, une modernité de la foi, un non-conformisme, le non-conformisme comme une qualité et non pas comme un défaut.
en matière de religion, je crois qu'il y a pratiquement une incompatibilité entre la spiritualité authentique et puis le conformisme. On ne peut pas adhérer sans réfléchir à une institution et en même temps laisser passer le souffle de la spiritualité. Et donc il y a toujours un primat du spirituel sur l'institution, et le non-conformisme, c'est ça, c'est le fait d'avoir l'esprit ouvert donc à toutes ces surprises. Et je crois que donc vous l'avez expérimenté dans votre parcours de vie avec votre famille. J'ai cité quelques expériences, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a la musique qui est présente aussi dans votre vie familiale, une vraie vie familiale, mais avec des rapports de notre temps entre les hommes et les femmes, et entre les jeunes et les générations plus âgées. C'est ça l'expérience de la modernité, de la nouveauté, qui est une expérience difficile, mais c'est notre expérience d'aujourd'hui et de demain. Je voudrais donc peut-être terminer en disant que nous avons dans les maximes des pères cette idée que on accomplit les mitzvot, on accomplit les commandements, lo almanat le kabel pras, c'est-à-dire non pas pour obtenir une récompense, mais on les fait parce qu'on doit les faire. C'est cette gratuité de la mitzvah, du commandement moral, de l'observance. Avant de connaître les maximes des pères, j'avais appris ça déjà de Léon Blum, qui est mon maître à titre personnel. Il avait dit la même chose, parce que je crois que lui, il connaissait les maximes des pères. Et donc, voilà, vous avez l'air toute surprise de recevoir un prix aujourd'hui, mais c'est parce que, justement, vous avez fait les choses, lo almanat le kabel pras, non pas dans le but de recevoir un prix. Voilà. Merci Philippe.